suis né à Tullard, à Madagascar. J'avais 4 ans. Bon. Ma mère est morte de Tullard, c'est connu. L'éveil musical, On écoute la musique, il faut faire ça. mais presque perfide dans le sens où disons, mon seul rapport au jazz, c'est mon connaissance. Des musiques rythmées vraiment, quoi. Que nous, on pouvait l'aborder naturellement, quoi. Denis Péan est le fondateur du groupe Lodjo, des Angevins. Denis Péan et puis Richard Bourreau, des vieux copains de 30 ans, voire plus, auxquels viennent s'ajouter très souvent les 2 filles, Yamina et Nadia, et puis un percussionniste, et puis des fois d'autres musiciens. C'est un groupe qui... Denis est un voyageur, c'est donc un groupe qui écoute les sonorités des voyages, il écoute les musiciens des pays qu'il visite, et il ramène toujours des sonorités. Sa musique est absolument indéfinissable, c'est pas des... Enfin, je sais que les disquaires savent pas où les classer, c'est pas de la world music, c'est une musique un petit peu, enfin complètement à part, qui est nourrie de ses voyages. Rencontrer Denis, c'est vraiment une escale. Et pour le définir, le mieux serait que je vous lise 3 extraits de textes que j'ai mis de côté, parce que je les trouve très beaux sur son approche de la chanson. J'écris les textes et la silhouette de la plupart des chansons. Je parle directement ou pas de la beauté ou de la terreur du monde. Je mêle mes impressions poétiques à des considérations sur la religion, sur les choses sociales ou sur la politique de mon pays. Une autre phrase de lui que j'aime beaucoup aussi. Aujourd'hui, dans une chanson, j'essaie toujours d'avoir 2 plans. Un sens direct, clairement compréhensif, et un second avec des articulations magiques. Et puis, pour conclure, j'avoue que j'aime bien aborder le sentiment de tristesse qui est pour moi fait partie de l'être humain. Nous devons parler de cet état d'âme porteur de grande force. La tristesse contient sa propre guérison en elle-même. Si on ne pleure pas, on ne consacre la vie qu'à la joie éphémère, futile ou superficielle. Tout ça, c'est vraiment Denis. En fait, j'ai donné le nom de Lodjo, je crois que j'avais 21 ans, 1982. J'ai donné un nom à une utopie, en fait. Pas simplement musicale. La première fois que j'ai rêvé à une communauté, elle était plutôt sociale, ou elle était plutôt agricole, ou elle était quelque chose comme ça. La musique est venue parce que elle facilitait l'expression, évidemment, quoi. Et donc ça a été une musique, mais ça aurait pu être des films, ça aurait pu être autre chose. J'ai commencé l'autre jour avec un contrebassiste qui s'appelle Richard Zenou. Donc le groupe c'était entre lui et moi, et au conservatoire donc j'avais rencontré Richard Bourreau qui est encore dans l'autre jour, alors qu'il m'était apparu comme un petit peu le plus particulier de toute cette bande d'élèves qui pour la plupart venaient quand même d'une haute société. Je n'en faisais pas partie, ça me rendait déjà un peu marginal. Et donc j'étais modèle aux Beaux-Arts, c'est comme ça que je gagnais ma vie. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont intéressé par la suite pour faire des pochettes de disques, pour animer la vie du groupe au niveau de l'imagerie aussi. Parce que j'écoutais les professeurs, j'ai vu les élèves les dessiner. Et il y avait un monsieur Thésée, qui avait un atelier de sérigraphie. La première affiche de Lodjo, donc tu connais Lodjo. Je l'ai fait moi-même dans l'atelier de sérigraphie de monsieur Thésée aux Beaux-Arts d'Angers. Et comme j'étais modèle là-bas, donc j'avais mes entrées, j'ai sollicité le directeur pour organiser un concert de Lodjo dans la salle Aristote. Voilà. Et c'était la première performance de Lodjo sur 3 jours qui s'appelait Musique pour l'homme en marche.
Ça s'est appelé Lodjo Triban à un moment donné. Ça s'appelait Lodjo, ça s'appelait Lodjo Triban Rezou. Rezou, R-E-Z-2-O. Ça s'est appelé Viva Lodjo à une époque. Désormais sur la scène il y a 4 lettres. Ça nous signifie. C'est un langage aussi, c'est 4 lettres, mais c'est un dessin aussi. Et puis il y a un dessin symbolique avec ce O qu'on trouve 2 fois. Ce L et ce J qui s'inversent, un va en l'air, un va en bas. C'est le signe que j'ai voulu donner avec une approche de Yiking, et une approche d'harmonie des contraires. Richard a étudié le violon quand il était enfant, sa grand-mère était violoniste, dans un grand orchestre, il a appris le violon. Pourquoi Kama a joué de la basse, je ne sais pas. Le batteur Baptiste, son papa était batteur, lui a enseigné la batterie très tôt. Yamina s'est familiarisée dans l'Lodjo avec les instruments, elle n'avait pas eu d'apprentissage enfant de la musique, donc d'une façon instinctive elle a touché au Kamele Ngoni. C'est une histoire, c'est un voyage au Mali. Elle a appris à regarder les mains des artistes. Les percussions, on a toujours tout joué, plus ou moins des percussions dans l'Lodjo. Donc les filles ont repris cette tradition d'attraper un panier, un bendir, une cloche. Le kayam vient de la Réunion. Le bendir, plutôt d'Afrique du Nord. Des cloches qu'on utilise qui sont l'héritage de notre compagnonnage avec le Gangwé Brass Band du Bénin. L'harmonium indien, ça c'est l'histoire avec le groupe Kawa Brass Band, Moussafir de Jaipur. Hamid Khan a joué des tablas dans l'Lodjo pendant Musique pour la marche. Et donc j'ai toujours gardé l'harmonium pour composer, pour partir à l'aventure sans avoir besoin d'électricité. J'ai toujours gardé cet instrument. C'est un peu symboliquement que je le garde sur scène maintenant parce que je ne l'utilise plus beaucoup. Et ça c'est l'histoire, il y a beaucoup de chansons qui sont nées sur ce truc-là, à l'embrasure des lèvres, Doboche, Cabaret Sauvage. C'est né sur ce petit clavier. Et il y a cette part d'approche sauvage et, comme on dit, quand on se fait par soi-même, autodidacte, qui existe dans l'Lodjo. Il y a les deux. Et il y a ce côté populaire, peut-être disons que c'est peut-être le Joe, ce côté savant, c'est peut-être le Lo. Je dirais que notre musique, elle est accessible, mais elle a une part de transgression de la simplicité à certains moments. Le public, c'est celui qui nous comprend. Puis dans ce qui est fait, ben, il se retrouve parce qu'il l'aurait fait s'il avait eu les mains sur un piano. Il l'aurait fait s'il avait manié le langage. Et donc c'est de lui que ça parle, en fait. C'est pour ça qu'on se comprend. Là, sur une scène, on est un autre transcendé. Et il y a des gens qui sont très mal sur une scène. Moi, c'est là où je suis le plus à l'aise de ma vie. Ça n'empêche pas que j'ai des troubles, j'ai des doutes. Et il se passe beaucoup de choses dans 1 heure de concert. Parce que très souvent, les conditions sont difficilement praticables. Mais je me sens bien là. Le matin même, la veille même, on est toujours dans le concert. Comment tu prépares le concert? Bah ça c'est la vie du groupe, de mettre en scène toutes nos saveurs, et tout, de faire la cuisine avec ce qu'on a préparé, de choisir un ordre. C'est quelque chose de banal en fait. Enfin, il y a des reprises, des reprises, pas le mot, mais c'est quand même bien composé. Bah oui, parce que ceci, c'est une recherche. Puis c'est le fruit d'avoir essayé, on fait un travail pour tout ça, on fait une recherche, on mélange nos idées,
on a des désaccords qui arrivent à une solution. C'est notre vie de gérer le temps, l'espace, de décider ce qu'on fait à tel instant plutôt que telle autre chose, avec une part pour le hasard, pour l'inattendu. Il y en a toujours dans un concert de toute façon. Je t'ai vu plusieurs fois avec les deux filles simplement. Je t'ai vu tout seul, et puis avec le groupe entier. Comment ça choisit ces situations? C'est en fonction du lieu dans lequel tu es, du demandeur? Oui, c'est deux histoires ou trois histoires différentes. J'ai plusieurs vies à travers la musique. J'en ai une avec le groupe. J'en ai une complicité particulière avec Nadia et Yamina. Et puis j'ai mon chemin solitaire aussi. Disons que c'est là que j'ai la plus grande liberté. Quand je joue en solo, je ne fais pas de programme. Je choisis après chaque chanson ce que je vais entamer. En fait, le choix, c'est le choix des personnes, des compagnons, des partenaires, pour chaque étape. Mais elles ont tout un air de famille quand même, ces photos. Pourquoi? C'est parce que c'est nous qui avons fait le choix des artistes qui ont fait les photos. On a commencé une histoire photographique, d'abord avec Joseph Peinture, qui était peintre, et une très bonne photographe aussi. Il y a des photos légendaires de Lujo qui sont faites par elle. Et en 1988, en Pologne, à Cracovie, on a rencontré Bogdan Konopka. À la suite de la rencontre avec Lujo, il est venu s'installer à Angers. Et il est devenu photographe un petit peu courant de Lujo. Il a fait maintenant plus de 25 ans de photos de Lujo. Prochainement, on sort un ouvrage qui s'appelle Photographie d'un objet sonore avec une sélection sur 1500 photos, je crois, je ne sais pas encore le nombre de photos en argentique, noir et blanc, de Bogdan. Donc il y a des artistes de grande sensibilité qui ont donné ligne aussi. En fait, notre histoire elle a commencé avec la musique. Comme je l'ai dit déjà, j'étais modèle aux Beaux-Arts d'Angers. Et ça m'a touché la façon que les gens avaient d'approcher les lignes et les couleurs. Spécialement une élève de cette époque qui s'appelait Joseph Peinture, qui est devenue la plus grande promotrice de Lujo. Et c'était une grande peintre, Et donc mon histoire de l'image, elle est très liée à elle. Et elle a créé une imagerie de Lujo, et même si c'est pas elle qui a fait toutes les pochettes après, il y a eu une ligne quand même qui a dépendu beaucoup de son regard. Et les rencontres avec les gens qui ont fait les pochettes, ça a été comme avec les réalisateurs, comme les musiciens. Ben Chamani, qui a fait Fils de Zamal, Noël Scotté, qui a fait Cinéma El Mundo. Et donc ça, tu nous racontes l'histoire de la personne qui a fait ça? Joseph de Noël? Oui. Quand on était avec la compagnie Jobitume, dans nos premières années à travers l'Europe, il y avait une acrobate dans la compagnie qui avait une petite fille, Noël, qui avait 4 ans à l'époque. Elle est devenue graphiste, donc 20 ans après. C'est elle qu'on a sollicité pour faire ce monde d'images pour Cinéma El Mundo. Donc elle a mis aussi toute sa nostalgie de cette époque dedans. Et puis son attention d'honorer ses aînés qui l'avaient amené sur les chemins des couleurs. Et donc les enregistrements commencent à partir de là? Oui, on avait déjà enregistré avant, des choses qui n'ont pas laissé de traces ou qu'on n'a plus. Ça a été la musique du spectacle en fait. Voilà donc une partie un peu musique de cirque, vraiment. D'influence de Nino Rota par exemple, puis des pièces plus classiques, plus dramatiques avec des cordes, et puis des choses plus bruitistes pour animer des acrobaties, des cercles de feu. C'est un enseignement extraordinaire ça. On a appris à improviser, à gérer le timing en live selon les événements qui nous sont extérieurs, à jouer pour une population populaire, c'est-à-dire c'est celui qui est là. C'est le vieux, c'est le gamin, c'est le simplet, c'est le soulard, c'est tout ce qui passe dans la rue. Voilà, donc c'est une éducation de la rue. On a quitté cette moitié de cirque
pour faire du concert. On a fait un disque, Fils de Zamal, qui a été le premier disque à avoir une audience nationale, puisqu'on a eu un label. On est rentré dans ce milieu de la musique avec un label de disques, avec un tourneur. C'était Fnac à l'époque, non? Ça s'appelait Fnac Musique, qui a capoté assez vite. C'était un imbroglio économique, je ne sais pas quoi. On a eu du mal à récupérer nos bandes, etc. Peu importe. Voilà, on a découvert ce milieu de la musique que j'ignore absolument. On était des provinciaux qui ne savaient même pas qu'on pouvait faire des disques. On ne connaissait pas ce que c'était ni un éditeur, ni un producteur, ni un tourneur, ni rien. Rien du tout. On ne connaissait personne. Là, il se trouve que ce disque a eu bonne presse. Puis on a commencé à jouer avec ça. Tous nos disques ont une histoire différente. Désormais, on est depuis 2 disques éditeurs, producteurs. Notre manager est solidaire des idées du groupe. Le distributeur Carunia Mundi, c'est un choix de connivence. Par le passé, c'était différent. On a gagné, même difficilement, notre indépendance. Faculté d'avoir un regard sur tout ce qu'on fait. D'accord, c'est jamais... Le décider. Ouais, c'est vous qui décidez et il n'est pas question... 100%, ouais. Absolument. Ma maman avait un petit goût pour la poésie. Elle m'a cité plusieurs fois un poème de Lamartine. Et j'habitais rue Lamartine d'ailleurs. Mais sans plus. La musique, pas de musique à la maison, pas de radio. Une des premières choses que j'ai façonnées en écriture, j'ai pastiché Villon pour faire une invitation à mon anniversaire. Voilà. Je n'écris jamais de chansons. Jamais. Jamais. Ça devient des chansons. J'ai un grand texte. Je suis en train de faire une musique au piano. Je dis, j'ai les paroles pour cette musique. Je vais chercher mon carnet. Je prends le texte en entier. Je le lis, je le chantonne en jouant mon rythme, en jouant mon motif musical. Il y a la moitié du texte qui tombe. Il tombe tout de suite. Je le mets de côté. Puis je garde ce qui n'est pas tombé. Après j'affine ce qui n'est pas tombé. Au tout début, tu n'écrivais pas en français. Si, mais je ne chantais pas en français. Pourquoi? Parce que je n'avais pas grand chose à dire. Je cherchais mes mots. D'accord. Et donc il était nécessaire que dans ta recherche de mots, tu t'es déplacé vers un autre vocabulaire. Est-ce que c'est pas une protection aussi? Oui, bien sûr. C'est une façon de se cacher. C'est une façon d'adhérer à son époque aussi, ou de souscrire à son époque. Je suis dans un milieu où il était de mauvais ton de chanter en français. Parce que la culture était absolument anglo-saxonne. Voilà, donc j'ai cette faiblesse de souscrire à ça. Ouais. J'avais des bribes qui me venaient. Un sentiment qui était fort, une compréhension du monde qui commençait à être intense. Mais je ne trouvais pas les mots. Et donc ça t'est venu petit à petit l'idée d'écrire pour être compris? C'est pas une idée, c'est un travail. Pour être compris, oui. De plus en plus, oui. Ouais, et puis aussi, d'abord, j'ai utilisé le langage comme matière à chanter. Plus que comme sens. Comment tu écris? C'est comme si je photographiais des idées à un moment donné, des résolutions que j'ai trouvées, d'événements. Je cristallise mon sentiment en quelques paroles, puisque cette langue, je la maîtrise. Je la connais, donc j'ai mes filets, je suis un guetteur. Et puis quand la pensée arrive, eh ben je la capte avec des mots. Je l'attrape avec des mots. Au début, c'est un genre de vrac, c'est un genre de bazar. Puis petit à petit,
je polis, j'enlève la gangue, je relie, relier, je veux dire. Je tamise beaucoup, c'est ça en fait, je fais que tamiser. J'ai beaucoup de sons, j'ai beaucoup d'idées anachroniques, et puis vient un travail de précision d'horlogerie, pour mettre les choses exactement à leur place, à la syllabe près. C'est comme si en moi j'avais un étalon de la beauté, ou de l'harmonie, ou de je ne sais quoi, ou de la justesse de ton. Et puis je lance beaucoup de choses, et puis je garde celle qui s'ajuste à cet étalon, que j'ai comme naturellement en moi. Naturellement, ça veut dire que j'ai forgé mon idéal avec le temps. Et donc, il y a ce qui correspond à cette bauge-là, à cet étalon-là, à ce critère. Puis je garde ce qui est juste par rapport à mon critère. Oui, ben je mets tout mon expérience dans quelques phrases, hein. Comme je tamise beaucoup, il y a un résidu de ma simple connaissance, en fin de compte, qui se fait par le détail. Parce que la culture générale, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'on ne connaît que l'instant qu'on vit, l'époque dans laquelle on vit. On peut rentrer dans notre époque par la littérature, par la peinture, pour les époques anciennes, par les objets qui restent du monde ancien. Il n'y a pas tant de possibilités en fait d'accéder au monde ancien, mais c'est toujours un détail de l'histoire générale. Oui, moi je tamise juste au point de résumer à peu près, pas tellement ma pensée, mais questionnement, ou des formules peuvent déchirer l'évidence, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'accidents dans une seule journée, hein, de choses qui se télescopent. Donc je restitue dans l'écriture aussi. On mélange tellement le passé avec le présent. Et tout est son contraire. Et c'est là où je me sens avoir le métier le plus libre du monde, c'est d'écrire de la poésie. Je ne suis pas un homme politique qui est obligé d'être cohérent, ou obligé d'argumenter, ou obligé d'être crédible. Moi, je ne suis pas obligé. Oui, pas du tout. Il y a aussi tous les mots inventés. Alors, c'est toi, t'en inventes, les filles en inventent. Et comment ça arrive dans tes textes? C'est comme s'il manquait des mots dans notre langue. Et il en manque. Sûrement, puisque dans d'autres langues, il y a plus de mots, des mots différents, ou une gamme de mots différents. Par exemple, dans les Caraïbes, il y a toute cette gamme de mots pour la couleur de la peau. On ignore ça. On en a deux ou trois, on a noir et blanc, peut-être un entre les deux. Mais bon, voilà, il y a des mots qui nous manquent. Et puis il y a des domaines magiques où là, les mots sont magiques, quoi. Où les mots n'éveillent pas que la compréhension, le sens, ils éveillent bien autre chose, quoi. Ils nous dépassent. C'est ça que j'aime chanter aussi. Il y a quand même une foule d'idées qui tournent autour de, je dirais, de la politique au sens plein du terme. Comment tu aperçois la politique à travers tes textes, ou inversement? Ça anime mes textes. C'est toujours comme un peu en secret. C'est très présent en étant presque effacé. Parce que la politique ne fait pas tellement bon ménage avec la poésie. Pas du tout. Et c'est facilement lourd quand on veut exprimer quelque chose de concret, ou une revendication. Donc je le mêle d'une autre façon. Étoiles, j'avais toute la construction harmonique, mélodique, une partie des chœurs. Le reste du groupe a fait les arrangements. Et Ménoir, qui était invité comme chanteur, a écrit son propre texte en créole qui parle de la veillée pendant laquelle on dit les cirandanes, ces fameuses devinettes créoles mauriciennes. Donc il a amené quelque chose qui est resté. J'imagine que tu as 25 000 textes d'avance et que... 25 000, non. Non, 25 000 parce qu'un texte c'est précieux et
c'est pas tous les jours qu'on en fait un qui tiendra à la postérité. Donc, non, c'est rare. Il y a beaucoup de déchets? Oh... Oui, j'ai des sacs entiers parce que tout ça, ça repose dans des carnets élimés par le voyage, tachés par le café, déchirés par les circonstances. Et c'est comme si on secouait la feuille comme ça, puis qu'il n'y a que deux mots collés l'un avec l'autre qui tombent. Et c'est là on les récolte comme des petites pierres précieuses. Une scientifique, ouais. Oui, tu as écrit sur des carnets nus, etc. Bon, oui. Ça aussi, c'est bon. Et pour toi, c'est des mots, j'allais dire, introuvables. Oui, bah, je les ai bien trouvés quelque part, ils ont existé, ça. Et ils ont été parlés, ils ont été courants. Donc le langage, il est vivant. Et le langage n'appartient pas à l'académie. Donc... c'est une matière vivante, le langage. J'ai un sentiment de plus en plus fort que je me trouve entre le latin et le créole. Et que j'oscille entre les deux. Et au milieu, il y a eu toutes les migrations, et tous les livres qui sont passés à travers moi. Quand je dis moi, c'est un individu X de notre temps, qui est assez curieux pour s'aviser que des choses passent et qu'elles ne sont pas figées et qu'elles sont en transformation. Nadia et Amina entreprennent des chansons à partir souvent d'aridim de Kamel Ngoni, d'Yamina, ou quelquefois d'harmonie que j'ai fait succéder. Puis je pense à un texte qui pourrait être bien pour elles, que moi je ne pourrais pas chanter, ou elles ont vu dans ce que j'ai écrit quelque chose qui leur plaît, elles l'entreprennent. Les filles étaient en Afrique, Nadia et Amina étaient en Afrique. Elle menait un projet comme chanteuse avec un chanteur malien, Django Sissoko. Et puis elles m'ont demandé de leur envoyer des paroles. Je leur ai envoyé ça. J'avais hérité de deux ou trois choses. Je pense que c'est notre vie. On a hérité de deux ou trois choses, de notre langue, des vertus, des travers de notre génération. On a hérité de deux ou trois choses. Qui nous font, avec lesquelles on peut vivre, voilà, puis on découle les choses dont on a hérité. Et le vocabulaire inventé, je ne sais plus si j'en ai parlé, parce qu'on a parlé tout à l'heure, le vocabulaire inventé par les filles, c'est un petit peu ce que tu dis. C'est l'histoire de l'Ojo, ce langage-là. Oui. C'est l'histoire de l'Ojo, on a trouvé cette complicité avec les filles, c'est fait qu'on peut en user, puis que maintenant, n'importe quelle personne peut en user, parce qu'il s'agit de mettre des syllabes après d'autres syllabes. Jusqu'à créer quelque chose qui paraît des fois presque plausible, comme dans El Cabo Blanco, Etana Jana Majad Negishid, qui disent à voix d'Oman au Manjou. Quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est un dialecte argentin. Il croyait même le connaître, ce dialecte. Non. Il n'y avait jamais eu de voix féminine auparavant. Et d'ailleurs, on ne chantait pas beaucoup dans le jeu, c'était un groupe instrumental. Je scandais quelques textes pour introduire les chansons, puis je psalmodiais quelques formules chamaniques de façon un peu sauvage, mais il n'y a pas de chanson. Il y a quelque chose dans la façon de Nadia et Amina qui tient à leur culture berbère, le cœur. Le cœur qui approuve celui qui a parlé, qui approuve le conteur. Et c'est pas une approbation hasardeuse, c'est une vraie approbation, parce que notre entente fait qu'on collabore. Et on se soutient. Et la puissance de leur voix, puis la tessiture qui est tellement différente de la mienne, elle agrandit tout à coup le vocabulaire. Et c'est une façon d'acquiescer. On travaille ensemble. On façonne ça ensemble pour retrouver la force la plus sensible.
Il y a une chose qui parle chez Nadia et Amina, avant toute chose, c'est le sentiment. C'est le cœur et puis c'est la connaissance de cette histoire de l'Odjo. On se répond et elles répondent avec leur féminité, avec leur accord à deux, avec des accords qui leur sont propres, hein, parce que c'est elles qui harmonisent la plupart du temps. Bon, on échange les idées. On cherche avec l'harmonium au piano, essaye cette note-là, essaye cette note-là. On essaye avec le clavier, ou spontanément on se trouve tout de suite la bonne formule. Je pense que quand j'avais 14 ans, j'ai décidé que je serais pianiste. J'avais un piano chez ma mère, il y avait une seule partition sur le piano. C'est un piano déglingué qui avait appartenu à ma soeur, qui n'en avait jamais tellement joué. Et j'ai joué cette partition, c'était à ma maman, je crois. Ça m'a donné le goût de la musique. Mes parents m'avaient emmené au genre de conservatoire pour faire de la clarinette. Pour moi, c'était affreux, c'était horrible. Je n'avais pas choisi de faire ça. Et puis, j'ai retrouvé le goût de la musique quand j'écoutais du rock. Qu'est-ce que tu écoutais à l'époque? Dans mon village, il y avait un gars un peu plus âgé que moi. Pendant des vacances de Pâques, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, j'ai passé toutes les vacances dans son appartement, les volets fermés, à écouter des vinyles. Là, j'ai eu ma première sensation musicale très forte. C'était des classiques des années 70, Velvet Underground, Led Zeppelin, Alice Cooper, Emerson, Lake and Palmer. La musique, elle était loin de moi, c'était comme quelque chose d'intouchable. Je pensais que c'était un monde magique qui ne m'était pas accessible. Et pour le compenser, la première fois que j'ai touché un clavier, j'ai acheté un Org Farfisa à un forain dans une caravane sur le camping des Poncés. Je l'ai encore, je crois qu'il y a encore des confettis à l'intérieur. Et ben j'ai fait mon premier accord. J'ai inventé mon accord, j'en ai inventé un deuxième. Après, je n'ai jamais cessé d'inventer. Je crois de ma vie presque jamais repris la musique d'un autre. Et à cette époque-là, bon, il y a le rock, il y a ce besoin de fabriquer toi-même la musique, et puis tu croises un peu la musique de jazz aussi. Oui, ça c'est mes histoires de lycée. J'étais avec des gars qui étaient très avertis musicalement, qui étaient un peu des rockers, qui se prenaient pour des rockers, mais qui commençaient à avoir l'oreille vers la musique de jazz, vers toute la collection des disques de ECM. Peu de chansons françaises en fait. Et là j'ai commencé à écouter des sonorités qui m'ont vraiment interpellé. Les premières musiques autres que rock que j'écoutais, je crois que c'est Miles. Ça m'est semblé tout à fait anachronique à ce moment-là. Et à partir de Miles, j'ai retracé l'histoire du jazz. Et j'ai voulu compléter un petit peu mon apprentissage en prenant des cours de piano. Je suis allé voir un professeur. Et il m'a fait travailler un premier épistrophie de Monk. Et là, c'est une des choses qui m'a éveillé beaucoup à l'harmonie. Lui, Monk et puis Ravel. J'ai compris l'harmonie à travers une petite démonstration que m'avait fait une professeure de solfège sur l'harmonie. C'est ce qui était sur mon chemin. Voilà. Et c'est une culture intéressante qui s'est formée un petit peu d'elle-même par mon goût, par les rencontres, par une curiosité. Et n'ayant pas de culture musicale, tout me semblait merveilleux. Parce que je n'avais pas l'accès comme quelqu'un qui sait déduire, écrire une dictée musicale. Donc la musique, elle est un peu concrète pour lui. Pour moi, c'était un magma sonore. C'était une aventure complètement cosmique. C'était une image, un magma. C'est en fusion. Et je ne savais pas l'approcher, je ne savais pas ce que c'était qu'un... Je faisais des buffs avec mes copains, je savais jamais où mettre le break, je ne savais pas compter les mesures, je ne savais pas ce que c'était mineur, ni majeur, ni ternaire, ni binaire. Donc j'ai de la musique qui est venue comme une grande impression impressionniste. Là, un de mes premiers sentiments forts dans la musique, c'est le bal populaire. Il y avait
un bal annuel dans mon village. J'y allais, c'est là la première sensation de transe que j'ai connue de ma vie comme petit garçon qui se faufilait entre les danseurs. Avec mon instituteur, M. Corbin, qui jouait du saxophone, tout en sueur, à jouer Rikita, Jolie Fleur de Java ou autre passo doble, avec des très bons musiciens. Et la musique de rock que j'ai aimée, elle était fortement liée à la trance. C'était une façon pour les jeunes occidentaux de toucher à quelque chose qui était hors de leur culture, qui était même banni ou condamné, et de retrouver quelque chose d'ancestral ou de fondamental, de rapport avec la nature, avec le cosmos. C'est là où ça m'a intéressé. Et la musique, elle est un lien idéal avec la force cosmique. Donc voilà, j'ai introduit ça dans la musique de tout temps. Alors d'abord, il y a une chose qui m'a ouvert un peu à l'Afrique, c'est Fela Nicolas Poucouti. Parce qu'on dansait là-dessus quand j'étais adolescent. C'est une des premières musiques africaines et la seule pendant très longtemps que j'ai aimée. Elle m'était accessible aussi, parce qu'elle était matinée de soul, elle était matinée de funk. Il y avait cette verve révolutionnaire qui me touchait beaucoup, comme adolescent aussi. Hein. Il y avait tout l'appareillage mythologique, tous les froufrous aussi, qui me plaisaient beaucoup. Et donc, puis la musique extraordinaire aussi. Hein. Donc c'est ça mon premier réveil avec l'Afrique. Jusqu'au jour où on m'a proposé d'aller jouer à Bamako, Festival du théâtre des réalités. On était une liste de 100 artistes qui devaient partir là-bas, ça s'est étiolé. Pour finir, on est resté presque les seuls. On a financé notre voyage. On voulait aller là-bas. On voulait y aller. On est allé, puis là-bas on a découvert l'Afrique par une ville, par un temps dans une ville. Et puis cette ville nous a amenés tout de suite à aller dans le nord du pays. Donc dans le pays des nomades, dans le pays des Tamasheks, dans la Drare des Ifora, où on a organisé un premier festival dans le désert avec des compagnons Touareg. Au début, j'ai fait de la musique, je crois, pour être avant tout entouré de musiciens. Parce que je n'avais même pas... Quand j'ai commencé l'autre jour, je ne savais pas tellement jouer même. Tenir un orchestre sur la durée, un orchestre tout-terrain qui peut aller n'importe où, qui peut jouer au pied levé dans n'importe quelle situation. Et c'est une discipline musicale, mais c'est une discipline humaine grandement. Puis toutes les affaires d'organisation aussi que je vis dans le sein de la communauté ici, qui m'intéressent beaucoup aussi. La vie sociale, comment tenir concrètement un projet. Et là, le projet, c'est avoir un orchestre. Il y a les étoiles qui est cette musique quand même, cette ritournelle un peu de cirque, avec lequel s'est mélangé le créole. Il y a ce qu'on appelle plutôt des dubs instrumentaux, c'est-à-dire avec des effets sonores, c'est-à-dire une tournerie rythmique qui motive un chant plutôt parlé, scandé, qui peut s'apparenter à une origine de reggae. Il y a notre histoire du rock qui est dedans, c'est-à-dire un basique archaïque, rythmique, avec la basse et la batterie qui sont les armes du rock. Il y a la musique classique européenne, les saveurs de la vieille Europe qui sont réunies par exemple dans Cabo Blanco avec violoncelle, le violoncelle, piano, violoncelle, matinée de notre rencontre avec Niaz Diazamidze qui joue le pandouri, qui vient de Géorgie. Il y a l'Afrique, bien sûr, l'Afrique avec African Dub Crossing the Phantoms of an Opera, parce qu'en fait, ce titre m'est venu du fait que
Dedans on joue Guo Gan qui est chinois, qui par ailleurs est soliste, ou était soliste à l'Opéra de Shanghai. Stéphane Koutab, qui est notre compagnon depuis longtemps, qui est bassoniste à l'Opéra de Marseille. 2 Africains, un du Nord, un du Sud, c'est pas rien. Un qui joue le Goni et un qui est chanteur, Ibrahim Agalabib de Tinariwen. Donc c'est vraiment le dub africain qui rejoint les fantômes d'un opéra. Voilà. Quand je suis parti de chez mes parents à 18 ans, j'ai pris une maison avec 4 amis musiciens. Ça a été ma première vie collective. Et là, je crois que c'est la 5e dans laquelle je vis. Donc ça veut dire une grande partie de ma vie que j'ai partagée avec d'autres dans une utopie collective. On a un arrangement d'ailleurs assez large avec eux de, comment dirait mon maire, engagement citoyen, conscience citoyenne. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien appliquer mes idées. Je côtoie beaucoup de gens, je vois des belles idées, je vois peu de gens qui sont à la hauteur de leurs idées. On est facilement socialiste. Mais vivre en adéquation, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est une manière de vivre en adéquation. On est là pas simplement pour aller à 2 pas, mais pour aller ailleurs. Et pour que les gens d'ailleurs viennent ici aussi, c'est une escale. C'est une expérience aussi. C'est impossible. Bien sûr, j'aime le petit comme le grand. Alors, le petit, je le vis ici, c'est-à-dire le proche. Le grand, je le vis en allant jusqu'à l'autre bout du monde. Et la somme des deux me fait comme saisir la vie. Au départ, c'était la maison de Lodjo. La vie a fait que chacun a eu des occupations familiales ou autres, ou des désirs autres. Bon, chacun a son lieu. Moi, je suis resté, puis je partage selon les années, parce que ça change souvent. Je partage ma vie avec d'autres gens. On élabore quelque chose de possible comme vie avec d'autres, de partage. On avait joué déjà avec Lodjo 3 fois par an. Notre musique était vraiment peu commune. Alors donc ces bars d'Angers qui faisaient jouer à l'occasion des groupes de blues ou des groupes de jazz, il n'y avait pas beaucoup de raisons de nous inviter. Néanmoins, un jour on jouait au Grand Café, le gars qui était le patron était très ouvert. Et puis un saxophoniste de jazz, Pierrick Menot, m'avait introduit là. Et on a fait un concert là et une compagnie de théâtre de rue qui était déjà très engagée sur la place nous a engagés après ce concert à faire la musique pour leur spectacle de rue. Pour la première fois en 1988, on est parti sur la route. C'était 6 mois, notre première tournée. Et nous qui avions stagné dans des caves, dans des greniers, à répéter inlassablement, à tourner des grandes transes rythmiques en scandant des mots sauvages, on s'est retrouvé dans un cadre professionnel, quoi, à partir en tournée. Donc c'était tout à fait extraordinaire parce qu'on ne l'avait même pas imaginé ni voulu. On s'est retrouvé en camion, en caravane, à travers les routes de l'Europe, jusqu'en Pologne. Là, moi j'ai commencé à découvrir le monde. Un autre monde. J'avais découvert le monde des arbres avec des animaux quand j'étais petit. Et quelques humains dans un village avec sa proportion d'étrangers qui était très faible à l'époque. Ce monde rural, avec ses quelques notables, je connaissais un monde tout petit. Et puis voilà, là, le monde s'est ouvert tout à coup, quoi. Ça a duré 4 ans et on est allé d'une façon assez extraordinaire à New York. Parce que la compagnie ne voulait pas assumer un spectacle qui était programmé au Lincoln Center pour des raisons techniques. Et nous, le groupe Lodjo, on a dit, nous on y va, on va faire quelque chose. On a amené 2 performeurs, 2 peintres, et on s'est retrouvés dans ce lieu de haut de gamme artistique, on peut dire. Et on a fait notre performance, donc on s'est retrouvés, une bande de gamins, en fin de compte, une vingtaine, des artistes de cirque, des performeurs, peintres, des musiciens, on s'est retrouvés à New York. Ça s'appelait Despook the World.
Et puis on a choisi la musique après ça. Et on a été dans le monde du cirque. On allait beaucoup en Allemagne. Ça fait partie de mon imaginaire, tous ces cirques qu'on a croisés, les grands cirques Roncalli, ou les petits cirques perdus sur les places de villages tristes. Ces cirques qui portent des noms de grandes familles de cirques et qui en fait sont des petites affaires familiales plus ou moins bancales. Donc sur ces routes, sur les terrains vagues, puisqu'on logeait sur des terrains vagues, on s'est rencontré un autre monde itinérant, un monde de bohème qui vit d'expédients. Oui, parce que ça a été des professionnels. Ce groupe, cet ensemble était professionnel. Complètement. Et donc vous êtes allé vous êtes allé à La Réunion. Oui, alors on a fait le tour de La Réunion en camion aussi avec ce cirque. On a joué jusqu'à Sillaos. On a joué dans la cité du Chaudron. On a joué dans toutes les villes côtières. En première découverte de l'océan Indien, de sa musique tellement poétique qu'on en garde toujours des traces, on ne l'a jamais oublié. Et dans tous les disques de Lodjo, elle est là quelque part, elle est tapie quelque part, soit dans mon créole, soit dans le son, dans les instruments, le kayam, soit dans le rythme. Voilà, ça c'est toujours resté très très cher. Je croyais, quand j'ai commencé à avoir un peu de conscience, que les choses étaient durables. Et notamment, je me rappelle par rapport à une image des magasins de disques. Il y avait des magasins de disques à l'époque avec des vinyles. Je croyais que toute ma vie, j'allais trouver le disque de King Crimson, et dans la chanson française, le disque de Léo Ferré, et l'autre disque de La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Je sais pas, je voyais que c'était comme ça tout le temps. Maintenant, le monde change, quoi. Et après 25 ans de voyage, j'ai joué avec Lodjo en Pologne, qui était à ce moment-là sous l'autorité de l'Union soviétique. J'étais aux États-Unis en 91 pour la première fois, à New York, bien avant que les deux tours jumelles ne soient rasées. Le Mali, qui me semble un pays pacifique, on disait du Mali qu'il était acceptable politiquement, que malgré des conflits, les communautés pouvaient s'entendre. Eh bien non. Ça me donne beaucoup d'expectatives sur la solidité même de notre histoire locale, nationale. Oui, bonjour, Denis. Ah, pardon, qu'est-ce que je fais? Ah non, je me suis trompée de numéro, je suis désolée, pardon. La religion, ça me passionne. La religion fait beaucoup partie de l'histoire des hommes et des civilisations. Donc ça me passionne. L'immigration, la migration, le transport des idées, le transport des utopies, le transport des mensonges. C'est le transport des bifurcations de l'histoire. Donc tout ça, ça m'intéresse énormément. Puis le métissage. La croyance, ça m'intéresse. Parce que la croyance est liée à la mort, la croyance est liée à la naissance, à l'origine, au mystère. Tout ça, ça me passionne. Moi, je crois en tout. Je crois même aux choses qui n'existent pas. Et je trouve dès que les hommes nomment quelque chose, eh ben, ça existe. C'est une nuance de leur esprit, c'est une préoccupation de leur corps, de leur vie, sur laquelle ils ont mis un mot plus ou moins maladroit, plus ou moins juste, plus ou moins qui peut être pris à défaut, mais néanmoins. Donc je crois en tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Je trouvais déjà que ma culture, elle était pesante. Déjà, elle était comme un acquis. Et notamment la culture musicale. Je la trouvais déjà vieille et donc j'ai liquidé mes disques, tout. J'ai liquidé mes livres, j'ai liquidé mes meubles. J'ai plus rien gardé. J'ai voulu me déposséder. Curieusement, j'ai gardé le livre de quelqu'un qui m'avait engagé à me déposséder, parce qu'il parle beaucoup de la dépossession, c'est Henri Michaud. Paradoxalement, j'ai gardé un livre d'Henri Michaud qui s'appelle Par la voie des rythmes.
un livre sans l'écriture, un livre de dessin. Ouais, c'est un ascétisme. Pour reprendre à zéro, table rase, on appelle ça chez les philosophes. Les mystiques ont souvent évoqué cette nécessité à un moment de nettoyage, J'ai fait ça, c'est une expérience de ma vie. Ça a duré longtemps? 2 ans. D'accord. Après, je suis resté quand même dans une économie de possession. J'essaie de ne pas posséder beaucoup. Ce qui me rend léger parce que comme j'ai pas de yacht à rembourser, je suis pas obligé de faire n'importe quoi, je suis pas obligé de faire de la publicité à la télévision pour payer mon luxe. Et voilà ma liberté. Oui. Ça commence par ça. Ouais. Et voilà ma dignité de ne pas avoir affaire à des champs d'argent trop malsains. L'argent, bon. D'ailleurs, j'ai pas tabou, j'aime bien calculer. J'aime bien faire des comptes. J'ai toujours fait les comptes de la maison, les comptes de l'autre jour sur des petits carnets. Je trouve l'argent et juste quand il va à sa place, quand il est partagé. Et je trouve que c'est une... Il est rare que ce soit une bonne valeur, on le voit bien dans notre monde où il est absolument dévoyé, où il est l'objet de prédilection de tous les profiteurs et de tous les gens mauvais. Mais néanmoins, cette notion, j'aime bien la regarder en face. J'ai jamais décidé d'être chanteur, ça m'a surpris moi-même un jour de m'apercevoir que j'étais chanteur. J'avais écrit et j'étais compositeur. Je me suis trouvé là à chanter mes textes sur ma musique. Je n'ai pas choisi. Est-ce que tu sens d'autres choses à dire d'important sur toi, sur ton écriture, dans un premier temps, et sur le groupe lui-même? Non, je trouve rien à dire. C'est très bien. Oui, j'ai les chansons pour ça. Oui, oui. Ouais, le reste, je ne sais pas le justifier ou l'argumenter. J'en suis gêné même parce que plus le temps passe, moins j'ai d'arguments pour justifier tout ça. J'en avais beaucoup par avant. Oui, tu as une attitude différente par rapport à tes textes, bien sûr. Tes textes, c'est ce que tu as à dire et c'est tout. Tout est concrétisé là-dedans. Tout est cristallisé dans ces quelques mots-là. Le reste, c'est superflu. D'accord.